La Lune est un corps unique. Aucun endroit sur Terre n'offre une topographie comparable. La Terre présente assurément des caractéristiques similaires à celles de la surface lunaire. Mais nulle part la Terre n'est aussi cratérisée et creusée de la même manière que la surface lunaire. Où peut-on tester et mettre en pratique les techniques d'exploration développées pour les atterrissages Apollo? L'Institut d'études géologiques des États-Unis a décidé de construire une maquette d'une partie de la surface lunaire dans une zone accessible au centre de recherche actuel. Après avoir examiné une multitude de photographies lunaires prises par les satellites orbiteurs, les scientifiques ont choisi le site d'atterrissage proposé pour Apollo 2P6 dans la partie sud-ouest de la mer de la Tranquillité comme zone représentative et rentable à reproduire ou le construire. Près de Flagstaff, en Arizona, se trouvent des champs de cendres volcaniques, résultat d'éruptions survenues vers 1065. Ces cendres constituent un excellent matériau pour recréer la surface lunaire. Et la structure géologique permettra aux astronautes de s'entraîner à la cartographie et à l'échantillonnage. Les cratères figurant sur les photos lunaires ont été soigneusement examinés et leur âge relatif a été cartographié. Tous les cratères sont classés en 3 grandes catégories d'âge, du plus ancien au plus récent. Sur les 426 cratères de plus de 2 mètres de diamètre visibles sur les photos, 354 sont parmi les plus anciens, 61 sont d'âge intermédiaire et 11 semblent s'être formés récemment. Une zone de plus de 268 000 mètres carrés est choisie et clôturée, et la construction du champ de cratères commence. Tout d'abord, le sol est préparé par dragage afin de dégager les broussailles et de produire une surface originale aussi lisse que possible. Il sera important non seulement que les cratères soient reproduits avec la même taille et le même âge approximatif que sur la surface lunaire, mais aussi que les matériaux éjectés créent une surface similaire à celle de la Lune, afin d'éliminer toutes les bosses et irrégularités existantes. Ensuite, une équipe de géomètres localise soigneusement le centre de chaque cratère visible sur les photographies de l'orbiteur et des piquets sont plantés pour marquer sa position. Chaque piquet est codé par couleur afin de permettre l'identification des cratères des 3 âges différents. Enfin, tous les cratères ont été positionnés et marqués comme anciens, intermédiaires ou récents. Placer des explosifs dans des trous au bon endroit et les faire exploser dans le bon ordre. Pour respecter la séquence d'âge, ne suffit pas à recréer une portion de la surface lunaire. La composition des cendres et de l'argile est soigneusement étudiée afin de déterminer la taille des charges à utiliser et leur profondeur d'enfouissement, afin que chaque cratère soit, autant que possible, de la même taille que son homologue lunaire. Après des semaines d'études et de calculs, ces valeurs ont été calculées pour chacun des 426 cratères. Nous sommes prêts à creuser les trous. À mesure que la pelleteuse creuse le sol, elle expose la diversité des matériaux qui composent le lac de scories. Des scories provenant des cratères voisins se sont déposées sur la zone à différentes époques. Entre certains de ces épisodes pyroclastiques, de l'argile brune s'est déposée. Il en résulte des couches d'argile et des couches de scories provenant de différentes éruptions. À certains endroits, les scories remplissent des poches d'argile.
Un soin particulier est apporté pour creuser les trous à la profondeur exacte calculée par l'expert en explosifs. Une fois la profondeur appropriée atteinte pour chaque charge, les dernières écopes sont retirées une à une et des mesures sont prises entre chaque écope. Maintenant que les différentes couches d'unités géologiques sont exposées par la pelleteuse, un géologue peut réaliser une étude stratigraphique détaillée dans les trous de charge les plus profonds. Le résultat de cette étude servira de référence pour les traversées géologiques réalisées à cet endroit. Lors de la plupart des tests de procédure lunaire, les sujets n'ont jamais étudié la zone auparavant. Outre les techniques et les outils de test, ils tentent de définir les formations géologiques de la région. Le géologue décrit donc soigneusement les différentes couches, leur épaisseur et leur composition, ce qui constitue un précieux moyen de vérifier la précision de l'analyse géologique du sujet. Nous créons non seulement une zone très similaire à une portion de la surface lunaire, mais aussi une zone qui devrait présenter des problèmes géologiques analogues à ceux qu'un astronaute rencontrera sur la Lune. Une fois le travail du géologue terminé, les derniers préparatifs du champ pour les explosions pourront commencer. 426 trous attendent la mise en place des explosifs. Des propulseurs sont préparés pour déclencher les sacs de nitrocarbonitrate. Chaque trou est chargé avec un calculateur de charge afin de créer un cratère de taille idéale. Les sacs d'explosifs sont positionnés avec soin et les propulseurs sont insérés. Le cordon d'amorce est fixé au propulseur et maintenu à l'écart pendant le remplissage du trou. L'une après l'autre, toutes les charges sont déposées, même si différents cratères seront déclenchés à des moments différents. 426 charges explosives, 426 cratères situés au même endroit et de la même taille qu'une partie de la surface lunaire. Si la quantité d'explosifs a été correctement calculée, si la profondeur de chaque cratère est correcte, et si les géomètres ont reproduit avec précision leur position, toutes les charges explosives sont en place et les trous sont recouverts. Le terrain est à nouveau nivelé. On ne voit que des piquets marquant l'emplacement des cordons d'amorce. Une à une, 354 charges sont liées ensemble et les piquets retirés. Elles seront d'abord explosées. Les éjectats et les débris se disperseront à la surface et seront recouverts par les explosions ultérieures. Ils représenteront ainsi les plus anciens cratères d'une partie de la Lune. Le cordon d'amorce est un dispositif de mise à feu unique. Reliant toutes les charges à la boîte de mise à feu, il brûle à une telle vitesse qu'un morceau posé à l'autre bout du pays brûlerait à Los Angeles seulement 13 minutes après avoir été allumé à New York. L'une après l'autre, toutes les charges à tirer lors du premier tir sont liées. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que cette zone a été sélectionnée et clôturée. Des centaines d'heures de travail ont été consacrées au calcul et à la préparation minutieuse du tir. Et nous sommes maintenant prêts. Donnez-nous 354 cratères anciens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, feu. Il nous faut maintenant 61 cratères d'âge intermédiaire. Voici la même détonation enregistrée par des caméras à grande vitesse, tournant à 5000 images par seconde. Il montre la trajectoire de la corde d'amorce menant à chacun des 61 trous de tir. Plus tard, les 11 cratères les plus récents sont explosés. Chaque série de cratères ayant dispersé des débris à la surface
Nous avons créé une zone géologique entièrement nouvelle, avec les éjectats les plus anciens en bas et les plus récents en haut. À certains endroits, les couches originelles de scories et d'argile ont été complètement retournées. Nous avons transformé un champ de scories ondulantes en un champ de cratères. Mais dans quelle mesure correspond-il à la topographie du site lunaire d'EP6? Voici la photographie de la surface lunaire prise par l'orbiteur. Voici une photographie aérienne du nouveau champ de cratères. La taille et l'emplacement de chacun des 426 cratères ont été reproduits avec une précision remarquable. Sur ce champ de cratères, les astronautes pourront s'entraîner dans un environnement plus réaliste, un décor semblable à la surface lunaire, un peu comme la mer de la Tranquillité, ici à Flagstaff, en Arizona. Mare Tranquillitatis. A little of Mare Tranquillitatis, here in Flagstaff, Arizona.